tous, alors quatrième vidéo sur la tectonique, la distinction croûte océanique, croûte continentale. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors je vous rappelle qu'au début du siècle, la répartition bimodale des altitudes, c'est-à-dire le fait qu'on ait une altitude moyenne prédominante en surface et une altitude moyenne prédominante en profondeur sous la mer. Donc cette répartition bimodale faisait qu'on avait donc deux niveaux moyens sur la planète, un qui correspondait donc à ce qu'on appelait SIAL et l'autre à ce qu'on appelait le CIMA. Donc SIAL, silicium aluminium, c'était toutes les roches correspondant au continent, et le CIMA, silicium magnésium, c'était les roches qu'on trouvait dans le fond des océans et qui, pour Wegener, correspondaient aux roches qu'on trouvait en profondeur dans la Terre. Donc je vous rappelle qu'il y avait l'explication fixiste, c'est-à-dire on avait une croûte constituée de granit avec des ponts continentaux, les continents se sont cassés, effondrés sur eux-mêmes, et l'explication mobiliste de Wegener avec donc des fragments de Sial qui sont cassés et qui dérivent sur le CIMA comme des icebergs. Avec la découverte de l'expansion océanique, on tend donc plus vers une explication mobiliste, mais vous allez voir qu'à travers cette vidéo, on va commencer à comprendre un peu mieux ce qui se passe et on va voir qu'il y a en fait ici une croûte. Et donc on va commencer à distinguer la croûte continentale de la croûte océanique. La croûte océanique a été surtout mise en évidence grâce à ce bateau, le Glomar Challenger. Donc en 1968, il fut l'un des premiers navires à pouvoir réaliser des forages océaniques à visée scientifique. Dès le début des années 50, on avait des bathyscaphes, puis des engins habités plus légers qui ont permis d'explorer directement les fonds océaniques. Depuis les années 80, nous avons le petit sous-marin appelé Nautile qui appartient à l'IFREMER, l'Institut français de recherche en mer. Donc ce petit Nautile, lui, a permis l'exploration des mers, pouvait descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur et il a poursuivi la mission du Glomar Challenge. Alors, qu'est-ce que ces bateaux ont découvert en profondeur? Ils ont découvert ça. Alors là, on est en milieu aérien, on a trouvé la même chose. C'est ce qu'on appelle de la lave en coussin ou des pilolavas. Alors les pilolavas, on les connaît sur les îles volcaniques où des coulées de lave arrivent depuis l'île jusque dans la mer. En fait, quand la coulée de lave coule dans l'eau, il va y avoir un épanchement de lave et au contact de l'eau, la lave va vite refroidir et ça forme une boule de lave refroidie. On appelle ça une lave en coussin parce que c'est la forme d'un coussin. Et donc, en fouinant en profondeur, les bateaux ont trouvé au niveau des fameuses dorsales qu'on avait déjà repérées, plein de pilolavas. Donc on s'est dit, eh ben voilà, cette chaîne de montagnes au milieu de l'océan, c'est une chaîne de volcans. Il y a des traces d'activité volcanique parce qu'on y trouve des pilolavas. On a donc rapidement compris que les fameuses dorsales sont des chaînes de volcans qui produisent une roche commune au niveau des volcans effusifs. C'est du basalte. Maintenant, quand on a étudié cette chaîne de volcans, on s'est aperçu qu'il y avait le long de ces chaînes des failles qui décalaient les volcans. C'est ce qu'on appelle des failles transformantes. Elles décalent la chaîne de montagne. Alors on verra plus tard comment est-ce qu'elles fonctionnent. En tout cas, ces failles ne produisent pas du tout d'activité volcanique et c'est là que les petits sous-marins ont été envoyés. Et c'est sur l'une des failles, la faille de Vema, ici, que le Nautile a été faire de très importants relevés. Nous avons une coupe de 3000 mètres de hauteur qui est observable et ça a permis finalement de faire une coupe géologique de la croûte océanique. 3000 mètres d'épaisseur, 3 km. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté le long de cette faille? En surface, on observe une couche de basalte en coussin. Dessous, on a des filons de basalte. Plein de filons, c'est-à-dire des remontées verticales de basalte qui ont refroidi. Sous les complexes filoniens, on a trouvé cette fois non pas des roches microlithiques, mais des roches grenues. On a trouvé du gabbro. On a donc ici des roches entièrement grenues, entièrement cristallisées. On a ici des roches type basalte, c'est-à-dire une mésostase, c'est-à-dire une pâte non cristallisée avec quelques cristaux au milieu. Et tout en dessous, on a trouvé de la serpentinite. La serpentinite, c'est de la péridotite qui a été modifiée par métamorphisme. Alors on verra plus tard
en terminale ce que c'est que le métamorphisme, globalement, c'est un changement à l'état solide. C'est-à-dire que la roche se modifie sans fondre. Globalement, un peu comme la tête de votre mère quand elle rentre dans votre chambre. Elle rentre au début, elle a tout sourire, et elle voit le bordel que vous avez foutu, elle change de couleur, vous voyez, elle change d'expression. Donc en fait, elle s'est métamorphisée, votre mère, là. Vous voyez, c'était une gentille maman, puis après, c'est devenu une maman super pétard. Ben, le métamorphisme, c'est ça. On a une roche qui se modifie tout en étant à l'état solide. Donc ça, c'est du programme de TS. Alors le basalte qu'on trouve au niveau donc de ces dorsales dans les fameux pilolava, c'est une roche à structure dite microlithique. Elle correspond à un refroidissement de lave et ce refroidissement était suffisamment rapide puisqu'il y a une partie de la lave qui n'est pas cristallisée, c'est la pâte noire qu'on voit ici, ça s'appelle la mésostase. Et au milieu de cette mésostase, il y a quelques petits cristaux verts qu'on appelle des olivines. Donc ici, typiquement, on a, vous l'avez appris en quatrième, un magma qui est arrivé en surface, qui s'est dégazé et qui a refroidi au contact de l'eau de mer, donnant donc cette structure dite microlithique. Que microlithes, petits cristaux, vous avez ici une lame mince de basalte observée au microscope. On observe très bien ici en couleur les cristaux d'olivine et nous avons dans la mésostase plein de petites baguettes blanches, ce sont des cristaux de feldspath. Donc ce que vous devez retenir d'une structure microlithique, c'est que le magma qui a perdu ses gaz, donc la lave, c'est une soupe d'éléments chimiques qui doivent s'organiser entre eux, sauf que certains ont réussi à s'organiser, ils ont formé des cristaux et les autres éléments chimiques n'ont pas eu le temps de s'organiser et ils ont donc créé une pâte. Certains ont réussi à peine à s'organiser, ils ont fait des tout petits cristaux, il faudrait passer au grossissement supérieur pour les voir. Malheureusement, je n'ai pas de microscope polarisant chez moi. Et c'est les vacances, donc je ne peux pas squatter ceux du lycée. Bon, globalement, c'est juste un rappel, vous travaillerez ça en TP en classe. Cette roche grenue, constituée principalement d'olivine, de pyroxène, d'amphibole, est un gabbro. C'est ce qu'on trouve dans la croûte océanique. Si on s'intéresse maintenant à la croûte continentale, sur la croûte continentale, on va plutôt trouver ce genre de roche. Alors c'est du granit, c'est une roche plutôt claire, qui est entièrement cristallisée. Il n'y a que des cristaux, pas d'histoire de pâte ici. On a des gros cristaux blancs ici de feldspath, des petits cristaux noirs de biotite et les cristaux transparents, blancs ou roses sont des cristaux de quartz. Si on observe une lame mince de granit au microscope, on va effectivement constater que tous les cristaux sont collés les uns aux autres, il n'y a pas de pâte et on va retrouver les différents cristaux visibles à l'œil nu. Ici, les cristaux plutôt transparents, blancs ou qui s'éteignent en noir, c'est du quartz. Les grands cristaux en baguette qui présentent ce qu'on appelle une macle, c'est-à-dire qu'une organisation sous forme de baguette, vous voyez, blanc, noir. On a des rayures blanc, noir, blanc, noir. C'est du feldspath. Et nous avons en marron ici la biotite. Donc ici, nous avons uniquement des cristaux, pas de mésostase. C'est une structure grenue. Si on s'intéresse donc aux différentes roches qu'on va trouver dans la croûte continentale et dans la croûte océanique et celles qui se trouvent dessous les deux croûtes, on va avoir des compositions en éléments chimiques différentes. Alors, si on regarde bien, globalement, les éléments chimiques majoritaires, c'est toujours le silicium et l'oxygène. Ensuite, nous allons avoir des variations, surtout concernant le magnésium. Vous voyez qu'on trouve le magnésium principalement dans le basalte et les gabbros. Et on va trouver donc, dans le granit, majoritairement plutôt du potassium, ainsi que de l'aluminium en grande quantité, même si on le retrouve effectivement chez le basalte et le gabbro. Donc je vous rappelle que Wegener avait appelé l'ensemble des masses continentales le SiAl, pour silicium-aluminium, silicium-aluminium, les deux principaux composants. On va laisser un peu de côté oxygène parce qu'on le retrouve partout. Et pour basalte et gabbro, qui constituent la croûte océanique, il avait appelé ça le CIMA, silicium et magnésium. Alors vous allez me dire, bah oui, bah Al, il y en avait aussi. Ben oui, je suis d'accord. Mais le magnésium, on le trouve principalement dans le basalte et gabbro et pas du tout dans le granit. Enfin, pas du tout. Très, très peu en tout cas. D'accord ? Alors la nature chimique de ces roches va avoir une influence sur la densité de ces roches et donc avant tout sur leur masse volumique. Alors comment mesurer la masse volumique d'un échantillon de roche et en déduire sa densité? Puisque je vous rappelle que dans la théorie de Wegener, on a donc le SiAl et le CIMA qui n'auraient pas la même densité avec le SiAl qui flotte sur le CIMA. Alors pour savoir la masse volumique, masse balance, volumique
volume, on va travailler avec des volumes d'eau déplacés. Prenons un petit échantillon de roche, nous allons le peser. Une fois qu'on connaît son poids, sa masse, soyons précis, une fois que nous connaissons sa masse, il faut connaître le volume que ce petit échantillon occupe. Donc on va prendre de l'eau, volume 0, vous prenez une éprouvette graduée, vous mettez par exemple 100 ml d'eau, vous introduisez votre échantillon et forcément le volume va augmenter. Donc pour connaître le volume de votre échantillon, en fait c'est le volume d'eau qui a été déplacé. Il vous suffit de faire la différence V1 moins V0. Alors petite astuce, si vous êtes en ECE, avant de faire tomber le petit échantillon au fond de l'éprouvette, vous l'accrochez avec une ficelle. Comme ça, après, vous le sortez facilement. Parce que sinon, là, comment vous allez sortir ce machin au fond de l'éprouvette? Vous allez être bien embêté. Comme en ECE, vous devez nettoyer et ranger votre matériel. Vous allez perdre du temps. Vous demandez une petite ficelle à l'examinateur. Vous accrochez votre échantillon. Une fois que le volume est mesuré, hop, vous tirez la ficelle. Vous sortez votre échantillon. On en revient à notre calcul. Pour calculer la masse volumique, il nous faut donc la masse de l'échantillon sur le volume qu'il occupe. La masse volumique, elle est exprimée en grammes par centimètre cube, c'est-à-dire en grammes par millilitre. Alors on travaille sur un premier échantillon de basalte, on l'a pesé, on a mesuré le volume d'eau qu'il a déplacé, on a donc, en supposant 23,6 grammes pour notre échantillon sur 7,8 millilitres d'eau déplacée, ça nous donne une masse volumique de 3 grammes par millilitre. Pour un échantillon de granit, même principe, masse sur volume. Alors je prends un échantillon qui pèse 26 grammes. Cet échantillon a déplacé de l'eau, il a déplacé un volume de 9,6 millilitres. J'ai donc une masse volumique de 2,7 grammes par millilitre. Alors maintenant que nous avons les masses volumiques, nous, on travaille en densité. Pour trouver la densité d'un objet, il faut diviser la masse volumique de cet objet par la masse volumique de l'eau. À ce moment-là, les unités s'annulent, puisqu'on a densité égale quelque chose en grammes par millilitre, divisé par quelque chose en grammes par millilitre. On va dire X sur Y. Mes unités s'annulent. Je vais donc avoir D égale X sur Y. Je vais donc avoir une valeur sans unité. Donc, par exemple, la densité du basalte, je prends la masse volumique du basalte, qui est de 3 grammes par millilitre. Je divise par la masse volumique de l'eau, qui est de 1 gramme par millilitre. Mes unités s'annulent. La densité du basalte est égale à 3. Même principe, densité granit, ce sera 2,7. Voilà comment on a trouvé globalement la densité de la croûte océanique et de la croûte continentale. Alors vous allez me dire, oui, mais alors croûte océanique, on n'a pas appris 3, on a appris 2,9. Et puis densité de la croûte continentale, on n'a pas appris 2,7, on a appris 2,8. Je suis d'accord. D'un bouquin à un autre, d'un scientifique à un autre, ça va légèrement varier. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la densité de la CO est toujours plus élevée que la densité de la CC. Sinon, on n'aurait pas les altitudes moyennes de la CO à moins 4500 mètres de profondeur et on n'aurait pas l'altitude moyenne de la CC à plus 300 mètres. Il y en a bien une qui est plus légère que l'autre, sachant que les deux reposent sur la roche qui se trouve dessous, puisque Morovici a montré qu'il y avait donc une limite et une roche inférieure. Donc, on a bien ici quelque chose de plus léger, moins dense, plus en hauteur, que quelque chose de plus dense, plus en profondeur. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de savoir exactement les densités. Je vous rappelle qu'on a découvert la sismologie et son intérêt au début du XXe siècle et on étudie la traversée de notre globe par les ondes P. Or, il se trouve que la densité des roches influe sur la vitesse des ondes. Vous avez ici la vitesse des ondes P en fonction de la densité des roches. Prenons l'exemple d'une roche sédimentaire, le calcaire, densité 2,39, vitesse des ondes P 6 km/s. Dans le grès, 2,48, vitesse 6 km/s. Dans le granit, on change, on est dans les roches magmatiques plutoniques, 6,25 km/s. Le basalte, on monte à 6,75 en moyenne. Et la péridotite, qui se trouve être la fameuse roche en dessous du Moho, nous avons des vitesses supérieures à 8 km/s. Alors vous allez me dire comment on sait ça? On fait des tests en laboratoire, c'est pas compliqué. On prend une barre de roche, on met un capteur 1, un capteur 2, on branche à l'ordinateur, on travaille en général avec Audacity. On prend un marteau et on tape. Alors on tape où? Si on veut des P, on tape ici. Si on veut des S, on tape ici. Ici on veut mesurer les P, on a tapé sur le tranchant de la barre de roche. Tac, on a enregistré, l'ordinateur calcule. On lui donne la distance entre les deux capteurs. Lui, il enregistre le décalage de temps entre les deux capteurs. Il vous sort une vitesse. C'est pas plus compliqué que ça.
Donc en général, il n'y a pas que la densité qui influe sur la vitesse des ondes, il y a également la température. Quand vous chauffez un matériau, vous agitez ses molécules. À ce moment-là, le matériau devient moins rigide, plus malléable, déformable par les ondes, ce qui ralentit les ondes. En général, quand la température augmente, la densité du matériau diminue. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, PV égale nRT, ça vous dit quelque chose? Donc si la température varie, le volume de la roche varie. Et si le volume de la roche varie, sa masse volumique varie, sa densité varie. C'est bon? On continue. À partir du moment où on a voulu étudier plus en profondeur la CO et la CC, on a développé le principe de sismique réflexion, c'est-à-dire qu'on crée des vibrations. Ces vibrations vont être propagées, elles vont réfléchir sur un miroir, une séparation entre deux couches géologiques. Elles vont remonter, elles vont être captées par des géophones. Et donc en utilisant ce principe, on a équipé des bateaux pour aller en mer qui ont envoyé des ondes sismiques et on a pu à ce moment-là obtenir ce qu'on appelle des profils sismiques. Et je pense notamment à un profil sismique qui a été fait donc en Méditerranée, au large du golfe du Lion. On a essayé de comprendre comment se passe la jonction entre la croûte océanique et la croûte continentale qui se trouve ici. Donc on a envoyé un bateau, il a traversé la perpendiculaire à la jonction entre les deux croûtes et grâce à la sismique réflexion, on peut obtenir ce qu'on appelle un profil sismique. Et sur ce profil sismique, on va pouvoir repérer les miroirs, c'est-à-dire les zones de changement entre les deux couches et repérer le profil des roches. Alors vous allez me dire, on voit plein de petits traits. Ben oui, chaque petit trait, c'est une zone où il y a une onde qui a réfléchi et qui est remontée. Mais on distingue des formes. Alors à la caméra, c'est pas tip-top. Je vais vous montrer le profil interprété. Et voilà le profil interprété. Nous sommes principalement au sommet, nous avons des petits traits horizontaux, nous sommes dans des dépôts de sédiments, des dépôts superposés les uns aux autres, ça ne peut être que du sédiment qui tombe. Maintenant, plus en profondeur, on repère comme des escaliers, ce sont des failles normales, des failles d'effondrement, c'est ce qu'on appelle une marge passive. Vous avez ici la marge continentale, là vous avez la CO, là vous avez l'ACC et vous avez un amincissement de la croûte continentale jusqu'à ce qu'elle se connecte à la CO. Et là, on voit les miroirs correspondant au Moho. Quand on dessine et qu'on met des couleurs, on va donc retrouver ici la croûte avec les effondrements successifs qui font que la croûte continentale s'amincit pour devenir progressivement de la CO. Ici, le Moho avec la roche qui la constitue. Et au-dessus, les dépôts bien horizontaux de sédiments. Alors ce fameux Moho, on a étudié donc sa profondeur grâce à la sismique réflexion dans le continent européen, mais également dans les mers européennes. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'au niveau de la mer, on a des profondeurs de 15-20 km. Alors attention ici, les profondeurs qui sont annoncées sur les courbes sont les profondeurs du Moho par rapport au niveau de la mer en kilomètres. Donc quand on a mis le bateau sur la mer, il a enregistré une profondeur du Moho à 15 km ici. Là, il était à 20. Bon, là, on n'a pas envoyé les bateaux, hein, c'est l'Espagne. On a envoyé les camions. Les camions ont tapé, créé des ondes sismiques. Et là, on a enregistré des profondeurs plus importantes. 40 jusqu'à 45 dans les Pyrénées. Dans les Alpes, on va jusqu'à 50, voire 60 à certains endroits. Alors la sismique réflexion a permis de confirmer qu'il y avait donc une croûte continentale beaucoup plus épaisse qu'une croûte océanique et que la continuité du Moho sous les deux croûtes faisait qu'en fait on avait une unité en surface qu'on appelle globalement la croûte et que sous cette croûte nous avons une autre couche constituée d'une roche différente qu'on a vue sur les failles transformantes, c'est la péridotite. Cette péridotite mantélique, cette lerzolite, qui est constituée d'une pâte appelée la mésostase qui est noire, on distingue des gros cristaux qui ressemblent à de l'olivine. Donc c'en est, effectivement, c'est une forme qu'on trouve dans le manteau. Donc c'est cette roche qui va entrer en fusion partielle et être à l'origine du magma que l'on va trouver dans les dorsales océaniques. Alors vous venez de voir un échantillon de péridotite. Si on passe cette péridotite en lame mince, c'est-à-dire au microscope polarisé analysé, on va observer majoritairement des olivines. On va voir également quelques pyroxènes. Donc ici, nous avons une structure entièrement grenue, ce qui veut dire que nous avons une roche qui est entièrement
cristallisée. Donc on résume avec les dernières découvertes, qu'est-ce que nous avons? Si on fait une colonne de terre, nous avons une croûte continentale qui est assez épaisse, qui va se prolonger, qui est connectée à une croûte océanique. La jonction, c'est ce qu'on appelle une marge passive. L'ACC est constitué de granit. L'ACO est constitué de basalte et de gabbro. Que dessous, nous avons de la péridotite. Que cette couche-là s'appelle le manteau. Que la densité ici de l'ACC, on va retenir 2,8. La densité de l'ACO, on va retenir 2,9. La densité du manteau, on va retenir 3. Vous allez me dire, c'est pas les mêmes valeurs que tout à l'heure, elle a fait ses calculs avec les échantillons. Oui, mais un échantillon, ça reste un échantillon. Toutes les roches ne sont pas strictement identiques sur la planète. Donc globalement, en moyenne, pour le basalte gabbro, 2,9. Pour le granit de la CC, 2,8. Il faut rester cohérent et logique. La plus dense, dessous. Les moins denses, au-dessus. La 2,9 est un peu plus dense que la 2,8, ce qui explique qu'elle est plus en profondeur sous la mer. Et que la 2,8 étant moins dense a plus tendance à remonter, à flotter là-dessous. Et donc, la jonction entre les deux, c'est le mot eau. La sismique réflexion nous apprend qu'en moyenne, on va jusqu'à 10 km. Alors, dans des bouquins, il y aura marqué 7, dans d'autres, il y aura marqué 6, dans d'autres, il y aura marqué 10. C'est pareil, c'est pas partout pareil sur la planète, mais maximum 10 km. Le mot sous la CC, ça va jusqu'à 70 km sous l'Himalaya. Donc, globalement, voilà ce qu'on a compris après la Grande Guerre. Globalement, les études de sismique réflexion nous permettent de dessiner ce modèle pour la partie externe de la Terre.